Ces mots ont été prononcés par Jeffrey Dahmer, un tueur en série, délinquant sexuel, nécrophile et cannibale, qui a brutalement tué 17 jeunes hommes à Milwaukee tout au long des années 70, 80 et 90. L'histoire de Dahmer constitue un exemple glaçant d'un psychopathe dont l'apparence de normalité a joué un rôle majeur dans sa capacité à échapper aux autorités malgré ses crimes. Cependant, c'est aussi cette façade qui nous amène à nous demander comment une personne qui semble parfaitement normale à l'extérieur peut commettre de tels actes de violence démesurés. Nous voulons nous plonger dans les yeux de ces individus pour tenter de comprendre pourquoi ils sont ainsi. Nous voulons comprendre la psychologie d'un tueur en série. En tant que société, nous aimons penser que nous avons compris les psychopathes et les tueurs en série. Et d'une certaine manière, c'est vrai. En 1980, un psychologue judiciaire canadien nommé Robert Hart a créé une liste de 22 traits permettant de diagnostiquer la psychopathie, liste qui est encore plus largement utilisée par les experts à ce jour. Cette liste inclut des traits comme le charme superficiel, la grandiosité, le mensonge pathologique et la tromperie, l'impulsivité, l'ennui, l'absence de remords, un manque de projet réaliste à long terme, un mode de vie parasitaire et l'incapacité à assumer la responsabilité. Lorsque la plupart d'entre nous pensent au terme de psychopathe, ces traits correspondent parfaitement à l'image qui nous vient à l'esprit. Une personne égocentrique, insensible à la réalité émotionnelle des autres, trompeuse, manipulatrice et égocentrique. Ce qui complique les choses, c'est qu'il existe une différence nette entre être un psychopathe et être un tueur en série, bien que les deux distinctions se chevauchent souvent. Contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensent, le fait d'être un psychopathe diagnostiqué ne signifie pas automatiquement qu'une personne a la capacité de tuer, et vice-versa. Le fait d'être un tueur en série ne fait pas nécessairement de quelqu'un un psychopathe. Dahmer est un exemple parfait d'une personne qui est un tueur en série, mais pas nécessairement un psychopathe évident. Une version revisée à 40 points de la liste de vérification de la psychopathie de Hart est utilisée pour évaluer les individus. Ceux qui satisfont de 25 à 35 des critères de cette liste sont considérés comme psychopathes. Alors que d'autres psychopathes notoires comme Richard Ramirez, Ted Bundy et John Wayne Gacy ont tous obtenu des scores dans la plage de 25 à 35, Dahmer n'a coché que 13 des signés avant-coureurs. Et vous pouvez le percevoir simplement en regardant certaines de ses interviews après son arrestation. Dans celle-ci, Dahmer apparaît étonnamment calme, introspectif, modeste, plein de remords et honnête sur ce qu'il a fait et pourquoi il pense l'avoir fait. D'autres tueurs en série ont eu du mal à transmettre ce niveau de normalité apparent après l'exposition de leurs crimes. Pendant des années, Ted Bundy a essayé de mentir et de manipuler les autres pour échapper à la responsabilité de ses actes. John Wayne Gacy a admis ses actes sans aucun remords, se référant à ses victimes comme à des morceaux de sa propriété. Richard Ramirez proclamait fièrement « J'aime tuer des gens, j'aime les voir mourir ». Tous ont affiché des signes évidents de narcissisme et de psychopathie, des traits qui les rendaient facilement reconnaissables dans une foule et les faisaient paraître évidemment différents de vous et moi. C'est ce qui rend Dahmer différent et peut-être encore plus terrifiant que d'autres tueurs en série. Au moment où il commettait les meurtres, Dahmer parvenait à passer sous les radars plus facilement que d'autres, car il ne correspondait pas à l'image du maniaque dérangé et égocentrique que tout le monde recherchait. Il parlait et avait l'air comme vous et moi. Il aurait pu être votre camarade de classe, votre proche ami, votre cousin et même votre frère. Et vous ne l'auriez jamais su. Le propre père de Jeffrey, Lionel Dahmer, a écrit un mémoire entier sur la façon dont il a été choqué et comment il a dû lutter avec le fait que son fils aîné, dont il se souvient comme étant un enfant doux, joueur et curieux, ait fini par infliger une telle horreur à tant de gens. Chaque fois que les gens entendent parler d'une histoire comme celle de Jeffrey Dahmer, la réaction instinctive est de se concentrer sur l'enfance de l'auteur, en supposant qu'il a dû être abusé, négligé ou psychologiquement endommagé d'une manière ou d'une autre. Cette approche est compréhensible. Les gens veulent que les événements suivent un schéma linéaire de A à B, de cause à effet. Cela rend le mal plus facile à prédire, identifier et prévenir. Malheureusement, les motivations, désirs et pulsions des tueurs en série ne fonctionnent pas de cette manière. Ce qui rend ces questions sur l'enfance de la personne généralement peu utiles pour exprimer leur comportement. Bien que Dahmer n'ait pas eu une enfance parfaite, il n'a en aucun cas été abusé physiquement ou exploité d'une manière qui se rapprochait même des horreurs qu'il a infligées à ses victimes. Lors de sa sentence, Dahmer est monté à la barre et a dit ceci au juge. « Il n'est pas question pour moi d'essayer de regagner ma liberté. Je n'ai jamais voulu être libre. Franchement, je voulais la mort pour moi. Il est question de dire au monde que ce que j'ai fait n'était pas motivé par la haine. Je ne haïssais personne. Je savais que j'étais malade ou mauvais, ou les deux. Aujourd'hui, je crois que j'étais malade.
je sais tout le mal que j'ai causé. J'ai essayé de faire de mon mieux pour me racheter après l'arrestation, mais quoi que je fasse, je ne peux pas réparer le mal terrible que j'ai causé. » Cette citation résume les questions que nous nous posons tous. Quelle est cette maladie qui pousse les tueurs en série à faire ce qu'ils font ? Et comment quelqu'un qui semble si stable peut-il commettre de telles violations insidieuses de l'humanité ? Les experts ont appris que le désir d'infliger un mal extrême aux autres est plus souvent un désir mystérieux qui vient de l'intérieur de l'individu, et non quelque chose d'externe comme on tend à le penser. Dahmer a décrit cette pulsion comme une obsession qui, selon lui, a commencé à se manifester vers l'âge de 9 ans ou 10 ans, lorsqu'il est devenu fasciné par le corps d'un crabe sans vie qu'il avait trouvé sur la plage. Au cours des années suivantes, l'obsession de Dahmer a grandi et il a commencé à disséquer d'autres petits animaux, dont des chiens et des chats, affirmant qu'il était captivé par la façon dont l'intérieur de leur corps était structuré. À l'adolescence, ses désirs se sont déplacés des animaux vers les humains. Dahmer n'entendait pas de voix dans sa tête lui disant quoi faire, il n'agissait pas par impulsion ou par vengeance. Il partait en mission secrète, préméditée, se concentrant sur des étrangers avec l'intention unique de commettre des atrocités sur eux. Après son premier meurtre en 1978, Dahmer prétend qu'il a essayé de maîtriser ses pulsions et il y est parvenu dans une certaine mesure, ne commettant aucun meurtre pendant 6 ans. Mais lui, comme tous ceux qui lui ressemblent, n'a pu tenir à distance cette pulsion incontrôlable que pendant un certain temps. Un cadre utilisé par les psychologues pour catégoriser les traits de personnalité s'appelle le modèle des 5 grands facteurs. Il divise la personnalité humaine en 5 piliers principaux: l'extraversion, l'amabilité, le caractère consciencieux, le névrotisme et l'ouverture à l'expérience. La combinaison de ces traits, qui est le plus souvent utilisée pour décrire un psychopathe, est une personne ayant une faible amabilité et une faible conscience et un niveau élevé de névrosisme. Ce type de personne a un faible niveau de sensibilité aux émotions des autres, un faible niveau d'intelligence et d'adhésion aux règles, normes et structures établies par la société et une forte propension à l'instabilité émotionnelle ou à des troubles de l'humeur. Il a été théorisé que la différence de traits la plus notable entre les psychopathes fonctionnels, qui parviennent à devenir relativement réussis selon les normes sociales d'accomplissement, et les psychopathes moins réussis, qui ne parviennent à rien de concret, réside dans la conscience. Posséder des niveaux élevés de conscience fait d'une personne une personne consciencieuse, organisée, délibérée et compétente. Par exemple, supposons qu'il y a un psychopathe diagnostiqué nommé Jimmy. Jimmy a de faibles niveaux d'empathie envers les autres, une tendance à mentir et à tromper, et un sens grandiose de soi. Dans presque tous les environnements professionnels, ces caractéristiques psychopathiques feraient de Jimmy une personne peu aimée et peu fiable aux yeux de ses collègues et employeurs, ce qui le mettrait en désavantage. Cependant, supposons que Jimmy ait également un niveau élevé de conscience. Cette conscience l'aiderait à identifier les pièges potentiels de sa froideur, de son mensonge et de sa grandeur, et lui donnerait probablement la motivation de modifier ou de cacher suffisamment ses autres comportements négatifs pour pouvoir quand même progresser dans son milieu de travail. Cette mesure de la conscience peut également être utilisée pour différencier les tueurs en série. Ceux qui en possèdent des niveaux plus élevés sont appelés des tueurs organisés. Ils mènent des vies méthodiques, ont des emplois qualifiés, sont socialement compétents et possèdent un haut niveau d'intelligence. Les tueurs désorganisés, en revanche, ont des niveaux faibles de conscience. Ils sont plus susceptibles d'avoir des niveaux d'intelligence plus bas et sont moins soucieux de laisser derrière eux des scènes de crimes plus négligées. La différence entre les psychopathes et les tueurs en série est que, dans le cas de la psychopathie, la conscience peut être un trait positif qui aide la personne à maîtriser ses qualités psychopathiques négatives. Mais dans le cas des tueurs en série, il n'y a pas de positif. Cela les rend encore plus dangereux, car cela semble simplement associer leurs pulsions meurtrières internes à des plans d'exécution organisés, compétents et délibérés. Cela les rend meilleurs pour trouver des moyens stratégiques de s'en sortir avec leurs actions, du moins pendant un certain temps. Comme vous pouvez vous y attendre, Dahmer était l'une de ces personnes. Il a commis des crimes horribles dans son appartement et avait des corps cachés à divers stades de décomposition. Mais chaque fois que quelqu'un mentionnait une odeur ou remarquait quelque chose d'étrange, il avait toujours une réponse minutieusement préparée qui semblait logique. Il ciblait méthodiquement les minorités raciales et les homosexuels, car il savait, malheureusement, que les forces de l'ordre à l'époque s'intéressaient moins à poursuivre les crimes contre des personnes appartenant à ces minorités.
Les humains, comme Dahmer, nous poussent à poser des questions comme « Comment pouvons-nous identifier des tueurs qui se cachent si habilement derrière ces masques de normalité ?» Et je pense que c'est cette question qui suscite une grande partie de l'intrigue concernant à la fois les psychopathes et les tueurs en série. L'idée que n'importe qui autour de nous pourrait être démasqué comme étant le prochain maniaque meurtrier. En regardant cette vidéo, vous pourriez être hanté par la possibilité que l'un de vos voisins, proches amis ou même membre de votre famille puisse être l'une de ces personnes nourrissant des fantasmes cachés de faire du mal à d'autres. Pour tout ce que nous savons, vous pourriez même être un psychopathe dont le désir de faire du mal à quelqu'un pour votre propre plaisir est simplement réprimé sous un masque de normalité. Dans les mots de Ted Bundy, nous sommes vos fils, nous sommes vos maris, nous sommes partout.